Bonjour à tous et bienvenue dans 7 jours en France. La présidentielle approche à grands pas et ici, au Conseil constitutionnel, on s'active à dépouiller les parrainages, ces 500 signatures d'élus indispensables à chaque candidat pour se présenter au suffrage des Français. Et si c'est si compliqué, c'est parce que depuis 1958, le président en France a beaucoup de pouvoirs, des pouvoirs et des devoirs que l'on vous détaille en images. Longtemps, le président de la République s'est contenté d'inaugurer les chrysanthèmes. Mais la Constitution de 1958 a changé la donne. Avec la Ve République et l'élection au suffrage universel direct, le général de Gaulle se taille un rôle à la hauteur de ses ambitions. Le président de la République dispose désormais de réels pouvoirs, personnels d'abord, à commencer par la nomination du Premier ministre. Le chef de l'État peut aussi dissoudre l'Assemblée nationale et recourir au référendum législatif sur proposition du gouvernement ou du Parlement. Il est aussi le chef des armées. Cela fait partie du domaine réservé du président. Garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et des institutions, le président peut saisir le Conseil constitutionnel dont il nomme 3 des 9 membres. Si l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou les institutions de la République sont menacées et si le fonctionnement des pouvoirs publics est interrompu, il exerce les pleins pouvoirs. Le chef de l'État partage aussi des pouvoirs avec le Premier ministre, notamment ensemble, ils nomment les membres du gouvernement. Enfin, prérogative héritée de la monarchie, le président peut accorder des grâces individuelles. Un réel pouvoir donc dont les Français ont bien conscience de tous les scrutins, c'est l'élection présidentielle qui mobilise le plus. C'est dans cette salle que se fera l'annonce définitive et officielle du vainqueur de cette présidentielle quelques jours après l'élection. Mais avant cela, pour les candidats, il faut donc recueillir ces fameux parrainages. Nouveauté cette année, la liste des parrains est intégralement publiée. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Certains redoutent que cela décourage d'éventuels signataires, car recueillir ces signatures n'est pas un jeu d'enfant. Regardez. La saison de la chasse au parrainage est ouverte depuis le 24 février. Pour les principales têtes d'affiche qui peuvent compter sur de puissants réseaux de soutien, l'exercice n'est qu'une formalité, mais les autres candidats doivent parfois aller frapper à la porte des petits élus ruraux pour les convaincre d'ajouter leur nom à la liste. C'est ce que fait Jacques Rimbaud. Il sillonne la Dordogne pour trouver des soutiens à son candidat, Philippe Poutou. J'en suis à 8-9 000 km et j'ai 4 promesses. Beaucoup de routes, beaucoup de rencontres et seulement quelques promesses. Quand un maire signe, je dis merci, je suis content, mais je me retiens parce qu'on ne va pas paraître pour des... Mais c'est vrai qu'il y a des explosions de joie qui... Il y a 80 candidats déclarés à l'élection de mai prochain. Ah, bonjour ma chère. Parmi eux, Jean Lassalle, élu pyrénéen qui vient d'installer son QG de campagne à Paris et qui n'hésite pas à prendre lui-même son téléphone. Monsieur le maire. Bon, alors tu en es où? Au-delà de tous les partis, même si mon cœur est à gauche, je te donnerai mon parrainage. Voilà. Yes. Comme d'autres, Jean Lassalle critique cette course aux signatures. Moi, j'ai parrainé 2 fois Arlette Laguillet. Je ne votais pas pourtant pour elle. C'est pas parce que je la parrainais que je la soutenais, mais je lui donnais la possibilité de s'exprimer. Depuis cette année, toutes les signatures sont rendues publiques. Une transparence qui pénaliserait les petits candidats. Ils estiment qu'un bon nombre d'élus hésitent à leur accorder leur soutien par peur des retombées négatives une fois l'élection passée. Est-ce qu'on a eu des demandes de parrainage? Oui. C'est peut-être la raison qui pousse certains maires et élus locaux à remettre leur pouvoir entre les mains de leurs administrés. Comme je considère que je n'ai pas été élu sous une étiquette politique, donc je considère que je n'ai pas, à la limite, à choisir seul. Dans cette commune de la Meuse, le maire organise des consultations sur Internet et l'idée est appréciée. Il ne fait pas ça dans nos dos, il fait participer tout le monde, c'est vraiment, c'est la démocratie. Je pense que ça permet de se sentir plus écouté en tout cas. La loi exige de chaque candidat 500 parrainages qui doivent être déposés avant le 17 mars. 500 parrainages qui doivent provenir d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer différents, mais aucun de ces départements ne peut représenter plus de 10% du total des signatures. Un parcours du combattant que dénonce Henri Guénaud. Le candidat milite pour rendre les parrainages obligatoires. Il y a 5 ans, le Conseil constitutionnel n'avait reçu les signatures que d'1 tiers des élus habilités à parrainer.
Les réseaux sociaux ont transformé la politique. Les élus peuvent s'adresser instantanément à leurs administrés et les candidats faire passer leurs messages, leurs programmes et séduire d'éventuels électeurs en ligne. Alors comment s'y prennent-ils? La réponse avec Axel Simon. Alors où suis-je? À Lyon? Et maintenant, à Paris. La toute dernière technologie utilisée par Jean-Luc Mélenchon pour sa campagne, l'hologramme qui lui donne le don d'ubiquité. 2 audiences donc, pour un public total multiplié par 2 de près de 20 000 personnes. La stratégie de communication du candidat de la France Insoumise passe aussi par les plateformes communautaires sur Internet. Il est le youtubeur politique français le plus populaire. Sa chaîne YouTube compte aujourd'hui 215 000 abonnés. Et ça donne le moyen d'une expression libre, en tout cas qui ne passe pas par le filtre calamiteux des médias officiels. Sur les réseaux sociaux, Marine Le Pen bat tous les records. Elle a plus d'abonnés Facebook et Twitter que tous les autres candidats. Sur toutes ces plateformes, des reportages et là encore, pas de contradicteurs. Aujourd'hui, ça fait la différence dans une campagne et en même temps, ça a un effet pervers que l'on a vu à l'occasion de la campagne américaine notamment, où vous allez avoir des tas de gens en réalité qui vont être entre eux et échanger que des informations sur lesquelles ils sont d'accord et un peu déconnectés du débat public. Emmanuel Macron utilise beaucoup le format vidéo. Pour montrer les coulisses de sa campagne, comme pour entrer et rester en contact avec ses militants. C'est d'aller à la rencontre des Français. Sur Instagram comme sur Twitter, Emmanuel Macron veut s'adresser directement aux gens, même en anglais. Hello to everyone. This is a message for American researchers, entrepreneurs, engineers. Internet est aussi une façon de recruter en ligne. Sur le site En Marche d'Emmanuel Macron, la procédure est simple. Début février, il serait près de 200 000 à avoir rejoint le mouvement. François Fillon a lancé sa campagne sur le net avant même l'organisation des primaires de la droite et du centre. Sur son site internet, il a soumis son programme au vote des internautes dès le printemps 2016. Plus récemment, pour répondre en direct aux accusations d'emploi fictif présumés des membres de sa famille, une application sur mobile a été créée. Le point commun entre toutes les initiatives, c'est de chercher à établir un lien direct avec le peuple, avec les Français. C'est beaucoup moins cher de faire du web que de faire du média, que de créer un événement, que de faire un meeting. Benoît Hamon est populaire sur les réseaux sociaux, surtout sur Twitter, avec 329 000 abonnés. Mais ce sont plus les grands débats télévisés qui ont fait la différence pour le candidat de la gauche, car les médias traditionnels restent puissants en France. Les candidats ne manqueraient pour rien au monde les nombreuses émissions politiques à la télévision comme à la radio. Le problème avec cette campagne sans filtre sur Internet, c'est la multiplication des fausses informations, notamment à propos des candidats eux-mêmes. Face à ce phénomène grandissant, les médias et plusieurs sites se sont lancés dans une entreprise titanesque de vérification de l'information. Tous les détails avec Laure Manin. Janvier 2015, des coups de feu retentissent dans le centre de Paris. L'attentat contre Charlie Hebdo traumatise la France et donne lieu à la propagation des rumeurs les plus folles. La désinformation a toujours existé, mais à la faveur d'événements exceptionnels, elle explose. Face au déferlement de fausses informations, les articles de démenti sont devenus insuffisants. Alors Le Monde a lancé Décodex qui donne à l'internaute des informations sur la page qu'il visite. Réseau social sans vérification des éléments partagés, parodie d'informations ou site peu fiable, voire carrément orienté. C'est très facile de trouver une information qui va dans le sens qui vous plaît. Et donc c'est très facile de disqualifier une information dès lors qu'elle ne vous plaît pas. Et de dire « ça ne me plaît pas, donc j'estime que c'est faux, que vous mentez, que vous manipulez ». On ne cherche pas à convaincre les gens qui sont déjà convaincus des complots, on sait qu'on ne les rattrapera pas. C'est pas pour ces gens-là qu'on le fait, c'est pour des gens qui sont de bonne foi et qui des fois tombent dedans. Et c'est notamment les jeunes, notamment des populations qui ne sont pas très familières des réseaux sociaux ou d'Internet et qui ne savent pas forcément faire la différence. Mais c'est aussi tout bêtement, vous ne connaissez pas forcément bien les sites américains. Avec son code couleur sous forme de pop-up, Décodex permet d'enrayer la rumeur sans s'en faire l'écho. Un piège dans lequel il est facile de tomber, comme Alain Juppé lors de la primaire de la droite et du centre. Il y a des mois et des mois, je suis l'objet d'une campagne absolument ignominieuse. J'ai été rebaptisé, si je peux utiliser ce mot, d'Ali Juppé, grand mufti de Bordeaux. Cette campagne m'a fait beaucoup de mal. Et même dans les files d'attente dans les bureaux de vote, on rencontrait des personnes qui disaient « Ah, puisque c'est ça, on va changer notre vote ».
Cette déclaration devant 8 millions de téléspectateurs a-t-elle pu contribuer à sa défaite? Elle a en tout cas donné de la visibilité à une fausse information et c'est justement le risque, selon ce sociologue. C'est ça le danger, c'est qu'on surréagisse à des événements qui ne sont que des événements médiatiques et plus du tout des événements politiques. Et là, ils ont gagné. Ils ont dirigé l'agenda exactement à l'endroit où ils voulaient, c'est-à-dire ne pas parler des idées, ne parler que des peurs. Lutter contre les peurs et les fake news, c'est ce que fait Hoaxbuster depuis 15 ans. Avec la crise migratoire par exemple, le site est encore plus consulté que d'habitude, notamment pour des canulars comme celui-ci qui annonce le retour de la ceinture de chasteté en Allemagne pour se protéger des migrants. On voit bien que la cible, c'est les migrants et qui sont potentiellement des violeurs. Si le titre est partagé, ils ont gagné. On dit même que le choix des électeurs pourrait être influencé par les fausses informations. Aux États-Unis, dans les 3 mois qui ont précédé la présidentielle, les internautes ont partagé davantage de fake news que de vrais articles. Les 20 fausses informations les plus populaires, en rouge, ont été plus partagées que les autres, 8,7 millions de fois pour les canulars contre 7,3 millions. Pour éviter cela en France, 8 médias dont France 24 se sont associés à Facebook. Ils sont 17 en tout à travailler avec Google sur le projet Crosscheck, un outil de vérification pour empêcher la propagation de fausses informations sur Internet. Premier bilan prévu à quelques jours de la présidentielle française. Toute la rédaction de France 24 sera mobilisée pour vous faire vivre cette présidentielle. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivie et merci au Conseil constitutionnel de nous avoir accueillis.